toutes les solutions et les stratégies post-Covid. Bien sûr, la sécurité alimentaire est un sujet stratégique pour le continent. Donc, nous avons parcouru les différentes régions du continent. Nous avons fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique centrale. Là, nous sommes dans notre cher Maghreb et nous allons parler cette fois-ci d'une thématique aussi très importante dans le cadre de cette sécurité alimentaire. Ce sont les chaînes de valeur. Comment ces chaînes de valeur sont force et catalyseurs de la renaissance agricole. Et pour parler de cela, bien sûr, comme d'habitude, cette conférence est en partenariat et sous le chapeau de l'Union africaine et avec un partenariat avec l'OCP. Et comme d'habitude, pour parler de cela, on a des experts qui sont sur le terrain, qui pratiquent le secteur et qui apportent des solutions à notre continent. Et donc, pour débattre, on aura aujourd'hui, au nom de l'Union africaine, le professeur Nouala, qui est responsable de la division agriculture et de la sécurité alimentaire au sein de l'Union africaine et qui aujourd'hui représente notre chère commissaire Josepha Sako, qui nous a fait l'honneur d'être présente pendant les autres sessions. Donc, Monsieur Nouala, bienvenue à cette webconférence et bienvenue pour échanger avec nous sur les chaînes de valeur, catalyseurs de la renaissance agricole. Merci de m'avoir avec vous. C'est un plaisir. Merci. Donc, on aura l'occasion de discuter et de partager sur la thématique. Bienvenue aussi à Dr Amin Benseman, qui nous vient d'Algérie et qui aujourd'hui est président de la fondation Filaha, si j'ai bien prononcé le nom, Algérie, et qui, avec lui, à M. Baïs, aussi, tous les deux d'éminents experts du secteur et qui vont partager avec nous aussi leur vision de la thématique et des stratégies post-Covid. Avec nous aussi, donc, bonjour M. Benseman et bonjour M. Baïs. Donc, avec nous aussi, Monsieur Mohamed Aïd Qadi, cher ami et président du Conseil général de développement agricole du Maroc. Monsieur Aïd Qadi aussi, grand défenseur et acteur du développement agricole sur le continent et qui va partager avec nous son expérience dans le domaine et en particulier sur la thématique. Bienvenue, c'est Aïd Qadi. Donc, comme pour les autres conférences, on va essayer d'être interactif et de faire deux tours de table de questions-réponses. Une première sur la position par rapport à la thématique, tout en échangeant sur les éléments liés au Covid, hein, puisque c'est le contexte. Chacun l'a vécu d'une certaine manière, donc c'est l'occasion de le partager. Et un deuxième tour de table qui serait plus sur les stratégies post-Covid liées à la thématique. Donc, pour démarrer, je donnerai la parole, bien sûr, à la Commission de l'Union africaine et en particulier à M. Nouala pour demander un peu, dans le contexte du Covid, quel est aujourd'hui et bien sûr en particulier avec la région, comment l'Union africaine intervient sur les chaînes de valeur et comment l'Union africaine se positionne sur les chaînes de valeur sur cette thématique. Merci beaucoup, mon cher Abdou. Je voudrais, à l'entame, dire que la problématique du développement de l'agriculture et l'atteinte de la sécurité alimentaire sur le continent par le renforcement de la chaîne de valeur est une problématique qui est véritablement au centre des actions ou des priorités de la Commission de l'Union africaine. Je ne reviendrai pas sur les différents engagements que nos chefs, les chefs d'État de l'Union africaine ont pris ces 10 dernières années pour pouvoir avancer l'agriculture et la sécurité alimentaire sur le continent. Mais ce que je voudrais faire
ressorti ici, c'est que si on ne peut pas penser l'agriculture de la fourche à la fourchette, on ne peut véritablement pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire ceux de transformation de l'agriculture et les atteintes de la sécurité alimentaire sur le continent d'ici 2025. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Union africaine? Donc, regardant et prenant cette approche de la chaîne de valeur de la fourche à la fourchette, nous essayons de pouvoir adresser par la mise en place des politiques à chaque segment de cette chaîne de valeur des politiques appropriées. Au niveau d'abord de l'accès aux intrants, vous savez, c'est assez important aujourd'hui que quand on parle de l'agriculture, qu'on parle de l'accès aux intrants, et c'est une bonne chose que nous travaillons de main à main avec OCP parce que l'un des intrants, c'est les fertilisants. Nous parlons de la production et là, au niveau de la production, nous voyons comment est-ce que les paysans ont accès aux nouvelles technologies et on met en place des politiques qui en existent. Et puis, on a toute cette affaire de post-récolte, c'est-à-dire des aspects sur la sécurité sanitaire, sur les pertes après récolte et enfin l'accès au marché. Donc, en fait, c'est cette approche-là qui permet à la Commission de l'Union africaine, à travers le département de l'économie rurale et de l'agriculture, à pouvoir adresser de manière durable les questions de renforcement de la sécurité alimentaire sur le continent. Vous êtes d'accord avec moi que le COVID-19 nous a appris que nous avons pour l'instant des chaînes de valeur pas très bien développées, j'allais dire des chaînes de valeur qui sont encore très fragiles. Vous avez vu que juste des mesures de restriction mises en place par les différents États, que ce soit sur le continent ou à l'extérieur, ont pratiquement fragilisé le secteur. L'accès aux intrants est devenu assez compliqué, l'accès au marché est devenu assez compliqué. Donc, en fait, si nous voulons pouvoir bâtir sur les expériences que nous avons acquises du fait du Covid-21 et 19 et d'autres crises que le continent a connues, il est question aujourd'hui de pouvoir rendre ces chaînes de valeur très résilientes. Donc, nous allons, post-Covid-21, travailler sur 19, travailler sur la résilience de nos chaînes de valeur. Il faudrait que ces chaînes de valeur puissent être fortes et résilientes au choc. Je pense que pour l'instant, je voudrais m'arrêter là pour donner la possibilité à d'autres intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, chaîne de valeur résiliente, un terme important, chaîne de valeur que la crise du Covid a mis en lumière en termes de fragilité sur notre continent, donc nécessité réellement d'agir là-dessus, de pouvoir construire ces chaînes de valeur régionales et continentales pour être sûr que nous avons une agriculture résiliente. Donc, ce serait intéressant justement dans ce cadre global de voir comment cette expérience se décline dans les différents pays et notamment on a cette thématique centrale qui est le Maghreb. Donc, ce serait intéressant de voir comment justement ça se décline en Algérie, comment ça se décline au Maroc. Et donc, je donne la parole à M. Bensemen pour partager avec nous son point de vue et sa vision de la thématique d'une perspective algérienne et d'une perspective de la Fondation FILAH. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, M. Diop, et les organisateurs de ce webinaire, qui est très intéressant comme thématique. Et la Fondation FILAH est très, très heureuse de participer pour la première fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière, à ces genres d'échanges entre les pays africains, surtout africains, nord-africains, et dans des contextes de l'agriculture et du développement de nos régions. Alors, le groupe de réflexion, rapidement, la Fondation FILAH a été créée en 2007 et qui a c'est une force de proposition et de recommandations sur les politiques agricoles de notre pays en Algérie,
Et donc, pour nous, c'est très important d'agir dans des genres de conférences webinaires qui touchent aussi à l'Afrique, parce que l'Afrique est quand même importante pour nos pays, surtout les pays maghrébins, parce que c'est des pays très proches de nous. Et donc, on veut effectivement que cette politique soit liée à celle de nos, disons, des partenaires africains. Alors, comme signe précurseur au changement intercontinental, cette pandémie va certainement bouleverser notre économie à l'échelon mondial. Et dans cet ordre d'idées, cette crise du Covid-19 a démontré combien l'interdépendance entre les États a renversé la tendance structurelle et l'équilibre géopolitique en place. En effet, le modèle occidental a perdu le monopole de la puissance et dans cette prise de conscience, il s'est rendu compte qu'il a perdu aussi le monopole de la richesse, c'est-à-dire que les pays nantis sont obligés d'inscrire leurs compétences dans un ordre multilatéral. Cette situation a donné lieu non seulement à un bouleversement dans les chaînes de valeur de la production alimentaire et des logistiques, mais aussi à la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans l'organisation du marché intérieur ou à l'extérieur et à celui de l'importation. Nous savons bien que les chaînes de valeur sont des processus clés pour valoriser les productions agricoles en amont et en passant par l'agro-industrie, aller bien sûr, au consommateur final. Et comme vous le dites, bien sûr, l'adage de la fourche à la fourchette est bien décrit dans ce processus. Les chaînes de valeur bien maîtrisées peuvent être effectivement un catalyseur des politiques agricoles et des grandes orientations des décideurs. En Algérie, nous avons opté pour la relance des filières agricoles tout azimut, donner une priorité sur les productions agricoles qui assurent la sécurité alimentaire de notre pays. Les mots-clés sont la productivité, valorisation des produits agricoles nationaux, transformation dans l'agro-industriel, commercialisation, distribution et export. Ce sont d'autant d'actions qui sont maintenant prioritaires. Aussi, nous souhaitons aussi dynamiser et développer l'agriculture saharienne, par exemple, l'agriculture de montagne, et bien sûr, cette agriculture des steppes que nous avons et qui est très importante dans notre région. Notre priorité n'est plus à l'exploitation des hydrocarbures, mais à l'instauration du concept de l'agriculture doublement verte. Nous devons rattraper le retard et faire de notre retard un atout en développant l'agriculture durable par la structuration des chaînes de valeur à tous les niveaux. Là, je parlais des principaux enjeux de l'agriculture africaine qui sont liés aux échanges que nous pourrons établir entre les pays. À ce titre, la Fondation Filaha est impliquée dans cette dynamique de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, avec un événement qu'on va produire, AgroFoot Africa, que nous organiserons en janvier 2021 et justement sera axé sur cette zone de libre-échange et apporter une réelle dynamisation des échanges interafricains des pays membres dans le secteur de l'agriculture et l'agro-industrie. Voilà, donc ça c'est des questions d'ordre général. Pour les autres questions, les points évoqués dans le plan d'investissement durable, financement des filières, etc., je laisse le soin à nos experts de la Fondation Filaha. Donc, M. Baïs, ici présent, étant économiste et ancien cadre supérieur du ministère de l'Agriculture, va développer ça dans la seconde partie. Voilà donc pour ma présentation. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Benseman, pour cette présentation et cette vision de la thématique, avec bien sûr un lien très important continental et régional, comme vous l'avez dit, et l'événement que vous organisez est certainement un événement qui va aussi aider à catalyser cette coopération. Et comme vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui est très favorable avec la zone de libre-échange continentale. Et donc, c'est une fenêtre dans laquelle nous devons totalement nous engouffrer pour pouvoir justement développer des chaînes de valeur résilientes et compétitives. Donc, je reviendrai tout à l'heure avec monsieur
Baïs pour continuer la discussion sur les stratégies et les perspectives. Saïd Kadi, vous avez aussi une forte expérience de ce sujet, en particulier au Maroc, mais aussi en Afrique, puisque vous êtes totalement impliqué dans aujourd'hui la vision stratégique, puisque le Conseil agricole est je dirais, l'acteur qui un peu impulse cette stratégie. Et en plus, je pense que dans le cadre des négociations que vous avez menées, de libre-échange avec les États-Unis, ce sujet a aussi été un sujet central. Donc, comment vous pouvez partager cette expérience marocaine en matière de chaîne de valeur et aussi en faisant un lien avec ce que le Covid nous révèle aujourd'hui, puisqu'on est dans un contexte particulier? Le micro est fermé, là. Oui. Voilà. Voilà, on vous entend maintenant. Merci, monsieur le modérateur et bien cher C. Abdou. Monsieur le représentant de madame la commissaire, Dr Nwala, monsieur le président Benseman et les frères algériens qui l'accompagnent. Monsieur Baïs. Je suis ravi et honoré d'intervenir dans cette conférence. Et avant de partager avec vous quelques éléments saillants de l'expérience marocaine, permettez-moi de rendre très sincèrement un hommage appuyé aux organisateurs pour nous avoir gratifiés de cette série de conférences qui, pour moi, ont été véritablement autant de moments de ressourcement et encore plus de convergence. Oui, de convergence, car j'ai vu s'affirmer au fil des conférences, j'ai vu s'affirmer des convergences qui semblent constituer un socle commun pour réfléchir au futur de la renaissance agricole dans notre continent. Ces convergences mettent en avant la nécessité et l'urgence d'agir. Cette urgence est renforcée par la situation générée par la pandémie Covid-19. Vous savez, je vais partager avec vous une citation du président Nelson Mandela qui avait dit, et je le paraphrase, « Les actions sont toujours impossibles jusqu'à ce qu'on les réalise. Things are always impossible until they are done. » Alors, je vous invite tous, nous Africains, à agir. Agissons. Une dimension clé du processus de réforme du secteur agricole que nous avons engagé ici au Maroc depuis l'avènement du plan Maroc Vert en 2008 est justement la structuration des chaînes de valeur agricole que nous appelons ici filières, qui englobent de l'amont à l'aval l'agrofourniture, la production, le conditionnement, transformation et la commercialisation. Le point de départ de notre réflexion fut le constat que les imperfections au niveau de chacun des segments d'une filière pris isolément se conjuguent au niveau de la chaîne de valeur pour réduire la productivité et la compétitivité globale de l'activité agricole, eu égard aux potentialités naturelles et humaines du secteur et des avantages comparatifs avérés dont jouissent de nombreuses filières agroalimentaires au niveau national et international.
Ce constat nous a conduit à lancer un grand chantier de réformes structurelles pour initier de nouvelles dynamiques entrepreneuriales au niveau des filières et des territoires. Ces réformes se fondent sur l'impératif d'engager et de responsabiliser les acteurs à travers une contractualisation précisant les objectifs à atteindre, les formes d'organisation et de gouvernance, les moyens à mobiliser et surtout la sanction des résultats. À cet effet, une loi relative aux organisations interprofessionnelles concernant les filières de production agricole a été promulguée en juillet 2012. Elle offre le cadre juridique instituant ces organisations et fixant leur action, leur mode de fonctionnement et leur financement. Je dispose des détails des dispositions de la loi. J'en parlerai lors de la discussion. Je me limiterai à vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 19 interprofessions qui sont reconnues en vertu de la loi, dont 14 dans les filières végétales et 5 qui représentent les filières animales. Pour accompagner la dynamique interprofessionnelle dans sa globalité, et je dirais son audace, et stimuler la restructuration et le développement des filières, des partenariats sont conclus entre l'État sous forme d'un contrat et la profession sous forme d'un contrat-programme spécifique à chaque filière. Le contrat-programme se fonde sur le principe de la co-responsabilité. Il est le fruit d'une concertation entre le département de l'agriculture et chaque organisation interprofessionnelle pour identifier les enjeux prioritaires et définir les objectifs à atteindre et les actions à mener. Il engage mutuellement les partenaires sur les ressources à mobiliser et, encore une fois, l'obligation de résultats. Un mécanisme de suivi et évaluation est mis en place sous forme d'un PMO, Project Management Office, qui se réunit régulièrement. Ce PMO favorise le dialogue et la transparence de manière à ce que le département de l'agriculture et les représentants des interprofessions évaluent les résultats et tiennent compte des réussites et des leçons apprises pour prendre des décisions éclairées et passer à l'action. Il permet également d'assurer la cohérence des orientations stratégiques de chaque filière avec celle de la stratégie nationale, tant au niveau régional que national. Quels sont les résultats? Je dispose des résultats filière par filière, mais je me limiterai à vous dire que globalement, le produit intérieur brut agricole a doublé entre 2008 et 2018 et les investissements ont quadruplé avec une participation du secteur privé qui s'élève à 60% de l'effort global des investissements. Alors, je vous prie de croire que ces chiffres ne vous sont pas livrés à titre de satisfecit. Ils sont là pour confirmer l'importance des chaînes de valeur pour inscrire l'agriculture africaine dans une spirale vertueuse de progrès inclusif et durable. Dans notre nouvelle stratégie agricole 2020-2030, dont la dénomination Génération Green voudrait exprimer et
excusez-moi d'utiliser un terme que la COVID-19 nous a imposé dans son lexique. Elle voudrait exprimer une réimagination de l'agriculture avec une nouvelle génération de jeunes agriculteurs et agri-entrepreneurs, ainsi qu'une nouvelle génération d'outils et d'approches qui mettent l'humain au cœur du développement agricole et rural. À ce titre, nous comptons consolider les acquis de nos chaînes de valeur agroalimentaires, renforcer l'autonomisation des organisations interprofessionnelles et faciliter la pénétration de la digitalisation dans les chaînes de valeur. Mais, en même temps, l'État exigera de la profession la création d'emplois décents, notamment pour les jeunes au niveau de la chaîne de valeur. Je vous rappelle que la déclaration de Malabo engage les États à assurer la création d'emplois décents à 1/3 des jeunes africains. Une autre conditionnalité qui est renforcée par la COVID-19 est la participation de la profession à l'élargissement de la couverture sociale et sanitaire des agriculteurs et des employés agricoles. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Aïd Kadi, pour ce tour d'horizon de l'expérience marocaine avec, bien sûr, comme vous l'avez dit, une stratégie structurée pour organiser justement ces filières, ces chaînes de valeur à travers les filières. Vous avez mis en avant l'apport, je dirais, ou en tout cas le révélateur qu'a été le Covid dans ce cadre-là, l'importance de mettre l'humain aussi au cœur de la dynamique, c'est extrêmement important. On sent beaucoup le souci d'intégrer cette agriculture qui aujourd'hui dans notre continent reste de l'agriculture solidaire, de l'intégrer, de ne pas laisser l'humain au bord champ, comme on dit, ou au bord de la route, dans le cadre des politiques agricoles. Donc, j'ai vu dans le chat certaines personnes, à juste titre justement, dire que on ne peut rien faire tout seul, il faut avoir une vision régionale et nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont mis en place des dynamiques très fortes de construction de chaînes de valeur. Et là, je vais me tourner vers Monsieur Nouala pour dire comment aujourd'hui peut-on construire sur je dirais, ces champions des chaînes de valeur au niveau des pays pour avoir une vraie dynamique de chaîne de valeur à une dimension régionale et continentale. Et comment l'Union africaine intervient pour le faire. Parce que c'est vrai que on se rend compte que le continent est fait de richesses, est fait de beaucoup de choses, mais même si beaucoup de pays s'arriment aux chaînes de valeur, on reste sur notre faim quand il s'agit de construire des chaînes de valeur régionales ou continentales et quand il s'agit d'avoir de la vraie coopération dans les filières entre les différents pays africains. Comment on arrive à faire? Je cite souvent l'exemple que j'adore de la filière des jus de fruits ou des produits agrotransformés, où effectivement aujourd'hui, malheureusement, on aime bien boire du jus de mangue, mais souvent, c'est pas de la mangue africaine, ou souvent c'est peut-être de la mangue africaine qui a transité par l'Espagne. Donc comment justement construire des chaînes de valeur en leverageant sur ce que font les pays, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites dans les différents pays et les exemples qu'on vient de citer sont révélateurs. Comment l'Union africaine peut agir là-dedans et comment vous faites? Merci beaucoup, Abdou. Et je pense que au vu de ce qu'il vient de se dire, que ce soit d'expérience algérienne ou d'expérience marocaine, il est clair aujourd'hui que sur le continent, il faille qu'on ait un changement de la manière de penser l'agriculture ou les chaînes de développement, de chaînes de valeur. Nous pensons qu'il doit falloir penser régional et agir national. Pour l'instant,
on a l'impression qu'on pense national, on agit national, et puis on commence à regarder sur les répercussions au niveau régional. Non, il faut pouvoir changer le paradigme, penser régional et agir national. Pourquoi? La première chose, nos pays, nos économies prises individuellement sont de très petites économies. Et parce qu'elles sont de très petites économies, ça fait que sur le plan de la compétitivité, nous ne pouvons pas, en nous développement, en pensant national, avoir un secteur qui soit compétitif. Donc, il faut commencer à penser régional et agir national pour pouvoir accroître la compétitivité. Et quand on regarde la chaîne des valeurs, on peut aussi, quand on pense régional et agir national, commencer à bénéficier des avantages comparatifs qu'offrent nos différents pays. Nous sommes tous d'accord que sur le plan agroécologique, les pays ont des avantages comparatifs sur lesquels une pensée régionale pourrait bâtir. Donc, au niveau de l'Union africaine, nous disons qu'il faut non seulement penser régional et agir national, mais aussi bénéficier des avantages comparatifs de nos différents pays. Et cela me mène à la prochaine chose, qui veut dire si on veut développer véritablement des chaînes de valeur régionales, il faut qu'on commence à penser aux investissements transnationaux, avoir des pays probablement qui ont des spécialités sur le long de la chaîne de valeur, avoir des spécialités sur la chaîne de valeur dans un pays ou dans l'autre, et cela permettrait non seulement d'avoir des chaînes de valeur plus robustes, plus compétitives, mais aussi à avancer l'agenda d'intégration africaine que nous tous, nous poursuivons. Parce que tant qu'on n'a pas ces investissements transnationaux, effectivement, les politiques vont rester nationales, on aura très peu d'incentives à faire des politiques régionales qui marchent, mais dès qu'on commence à avoir des investissements transnationaux, on commence à penser plus à mettre en place des politiques robustes au niveau régional et au niveau continental. Donc, au niveau de l'Union africaine, ce que nous pensons et ce que nous disons, il faut commencer à penser des chaînes de valeur régionales. Nous voulons que les États membres puissent dépasser le renforcement des chaînes de valeur au niveau national et commencer à penser aux chaînes de valeur régionales. Et nous nous appuyons sur cela, sur la déclaration d'Abuja de 2006 sur la sécurité alimentaire, qui avait identifié certaines, j'allais dire, certaines spéculations prioritaires qui permettraient d'avancer l'agriculture sur le continent. Donc, autour de ces spéculations prioritaires continentales, et il y a aussi des spéculations prioritaires régionales, nous voulons bâtir des chaînes de valeur solides qui permettent véritablement qu'on puisse transformer l'agriculture sur le continent. Nous avons développé sur le plan des politiques, parce que c'est là où nous avons un avantage comparatif en tant qu'institution, nous avons développé des cadres de politique continentale qui permettent non seulement l'harmonisation des politiques existantes au niveau national, mais aussi l'harmonisation des politiques existantes au niveau régional, afin que le continent puisse bénéficier de toutes ces opportunités que nous offre la zone de libre-échange continentale. Sinon, si le continent ne travaille pas comme cela, toutes ces opportunités ne bénéficieront pas aux paysans africains ou à l'agriculture africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nouala, pour ce point très clair sur les éléments clés, notamment cette vision du Act Local and Think Global, donc penser national et agir régional. Vous avez pointé du doigt un point essentiel qui est cet avantage comparatif. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de clé. Les investissements transnationaux, effectivement, on est tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Je pense notamment à ce gros investissement de l'Office chérifien des phosphates en Éthiopie pour pouvoir construire une unité de fertilisants. Et effectivement, ça rentre dans cette chaîne de valeur agricole et dans cet investissement transnational, puisqu'il va permettre de construire une chaîne de valeur liée
à tous ces intrants agricoles dans la région. Dans la phrase, dans votre dernière phrase, vous avez soulevé aussi un point important, c'est toutes ces opportunités qu'offre la ZLECAf et comment en tirer profit. Et je pense que M. Baïs va nous entretenir là-dessus. Et avant que je lui donne la parole, je tiens quand même à saluer tous ceux qui nous suivent. On a des amis d'un peu partout et je saluerai en particulier le président d'Algérie Cluster qui est là, ou nos amis de l'ANADER qui sont là. On est de Côte d'Ivoire, on est suivi aussi par nos amis du Sénégal. On a aussi même des acteurs qui nous suivent depuis l'Allemagne. J'ai vu la société Riella qui nous suit depuis l'Allemagne. Donc vraiment, c'est une thématique qui intéresse pratiquement tout le monde. Et là, je vais laisser M. Baïs se rapprocher du micro pour… Oui. M. Baïs, voilà un sujet qui est le vôtre, puisque vous avez occupé de hautes fonctions dans le département agricole. Et aujourd'hui, effectivement, comme l'a si bien dit M. Nouala, les chaînes de valeur régionales sont essentielles. La ZLECAf va apporter des opportunités, mais comment faire en sorte que ce soit des opportunités réelles pour le continent et une opportunité pour construire des chaînes de valeur, et que ça ne se traduise pas plutôt pour des opportunités peut-être pour d'autres acteurs ou d'autres pays. Merci Monsieur Diop. Bonjour à toutes et à tous et à l'ensemble des participants. Je vous remercie pour cette invitation sur un sujet d'actualité, j'allais dire brûlant, compte tenu de la pandémie mondiale qui sévit un peu partout. Peut-être avant d'aborder la zone de libre-échange, j'aurais aimé quand même présenter un peu au même titre que nos collègues marocains l'approche chaîne de valeur en Algérie, parce que c'est très important. Je pense qu'avant quand même d'aller vers les chaînes de valeur régionalisées, il faut quand même avoir une assise nationale, une organisation, une structuration avec l'ensemble, j'allais dire, de l'architecture de cette approche chaîne de valeur. Sinon, il est difficile d'aller directement au niveau régional sans… Tout à fait, on est d'accord, on vous écoute. Sans avoir, disons, comment dirais-je, une plateforme solide au niveau national sur l'ensemble des éléments qui constituent la chaîne de valeur. Totalement, on est d'accord. Allez-y, voilà. Je vous en prie, avec grand plaisir. Donc, l'architecture en Algérie, en fait, sur les chaînes de valeur que nous pratiquons depuis assez longtemps, en parallèle avec aussi l'approche territoriale, nous faisons un peu le mix ou le mariage entre l'approche filière et l'approche chaîne et plutôt territoire, compte tenu un peu de l'immensité du territoire et des différentes zones agro-pédoclimatiques, parce qu'à chaque zone, le modèle d'intervention, les structures agraires sont relativement différentes. Et donc, pour ce faire, en ce qui concerne maintenant les chaînes de valeur, on s'appuie d'abord sur ce qu'on appelle des associations d'agriculteurs par filière, qui sont domiciliées au niveau local, donc au niveau des champs d'agriculture de wilaya. On a aussi, à un niveau plus supérieur, les conseils nationaux interprofessionnels par filière, sur à peu près une quinzaine de filières qui concernent aussi bien le végétal que l'animal. En plus de cela aussi, ces conseils nationaux interprofessionnels aussi sont en connexion avec les offices interprofessionnels par filière. Là, on compte au jour d'aujourd'hui 4 principales filières pour les principaux produits. Donc, tout ce qui concerne la filière céréales, qui est bien sûr très importante au niveau maghrébin, la filière lait, la filière viande et les légumes, qui sont aussi très importants à ce niveau-là. En plus de ça, il y a aussi, un peu couplé à ces filières, un système de régulation des produits de large consommation, qui est en fait un système qui permet des prélèvements de surproduction qui sont stockés et différés à une période où
la production est moins importante ou déficitaire, ou éventuellement en cas de crise. Et j'aurai l'occasion de revenir de l'importance de ce dispositif dans le Covid-19, parce que ça a été un outil très, très intéressant pour pouvoir intervenir en situation d'urgence. L'autre aspect aussi qui est important au niveau de cette organisation, c'est l'aspect financement. Pour financer ces filières, et vous le savez très bien, nous sommes dans généralement la petite et moyenne agriculture familiale, généralement familiale, et souvent, une grande partie de nos agriculteurs n'ont pas accès au crédit. Aussi, nous avons mis en œuvre, ça fait à peu près une dizaine d'années, dans le cadre de la politique de renouveau agricole et rural, un crédit fédératif, donc un crédit qui passe plus par des entreprises publiques ou privées ou des groupements qui se situent souvent plus au niveau aval, au niveau de la transformation, et ces crédits sont ensuite répercutés au niveau des petits agriculteurs qui, pour différentes raisons, notamment de garantie, de sécurité, de sûreté, etc., n'ont pas accès au crédit. De cette façon, ça permet de pouvoir financer notamment les crédits de campagne, tout ce qui est intrant, de façon à ce que ces agriculteurs puissent produire un certain nombre de produits. Voilà pour ce qui concerne donc le crédit fédératif. Bien sûr, ces conseils interprofessionnels sont des sources de propositions pour les pouvoirs publics. Ils permettent aussi de relayer, de transmettre un peu les contraintes existantes au niveau de chacune des filières, au niveau de l'ensemble du territoire national, et ça permet un petit peu de lever un peu les contraintes qui existent au niveau du terrain. Ces conseils interprofessionnels aussi sont très importants parce qu'ils font dans la sensibilisation, dans la communication, dans le renforcement de capacités, en relation bien sûr avec la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture de Wilaya au niveau local. Voilà un petit peu rapidement l'architecture. Bien sûr, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde aussi les enseignements qui ont été tirés de cette période de Covid sur cette organisation, ou on le fera peut-être dans une seconde étape. Vous pouvez rapidement nous partager, très rapidement. Oui, alors très rapidement, la crise de pandémie Covid-19 sur, disons, l'agriculture et plus précisément sur l'approvisionnement des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Globalement, on peut dire en Algérie, sans vouloir faire un peu dans la gloriole, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de pénurie. Par contre, on a identifié un certain nombre de contraintes, un certain nombre de lenteurs au niveau logistique. Nous avons aussi constaté un certain nombre d'insuffisances, notamment dans le stockage, aussi bien le stockage en sec que le stockage sous froid. Nous avons constaté aussi, compte tenu un petit peu de ce stress au niveau de l'ensemble des pays du monde aussi, quelques problèmes de distribution. On est toujours à l'ancienne en train de distribuer comme ça, soit des sacs de semoule, soit des cajots de pommes de terre, alors qu'avec le numérique maintenant, énormément de choses peuvent être faites tout en évitant, j'allais dire, les problèmes de contamination qu'il peut avoir compte tenu des regroupements à ce niveau-là. En ce qui concerne l'approvisionnement au niveau international, là, malgré un certain nombre de décisions qui ont été prises par des gouvernements, par un certain nombre de gouvernements, ça s'est relativement bien passé. Le pays a été relativement bien approvisionné, notamment sur, j'allais dire, les deux produits sensibles pour lesquels nous sommes de gros importateurs, c'est-à-dire les blés et le lait. Là, il n'y a pas eu vraiment de soucis parce que nous avons tout de même, malgré les insuffisances en matière de capacité de stockage, je citais tout à l'heure,
quand même des stocks de sécurité de plusieurs mois. Voilà un peu rapidement ce que je voulais dire. Vous avez parlé de chaînes de valeur régionales. C'est vrai qu'au niveau de l'Union africaine aussi, on a eu à en parler souvent. Après, ces chaînes de valeur régionales par rapport à ce qu'on appelle les chaînes de valeur globalisées, on ne sait pas trop parce que, on parle aussi d'avantages comparatifs, sauf que je pense que la pandémie Covid-19 est venue un peu quelque part chahuter cette notion d'avantage comparatif. Hein. Nous, on va plus vers avoir plus d'autonomie, plus de souveraineté. En tout cas, pour les produits essentiels, c'est d'avoir le maximum d'autonomie et en cas de crise, de ne pas trop dépendre de l'étranger, en tout cas sur une période assez longue, justement, par rapport à ce que je citais tout à l'heure sur des pays qui étaient plus dans le protectionnisme économique, parfois même l'arrêt des exportations de produits sensibles. Hein, j'ai cité les blés notamment. Donc, je pense que cette notion mérite d'être discutée. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Baïs, pour cet aperçu de l'expérience algérienne et de sa connexion avec les chaînes de valeur. Vous avez pointé du doigt un point qu'on n'avait pas évoqué, mais qui est très important, c'est ce lien des filières et des chaînes de valeur avec les territoires. C'est vrai que avant d'arriver au national, on a déjà la dimension territoriale qui est importante et qui permet ensuite de passer au national avant de parler de régional et de continental. Donc, oui, c'est important aussi de partager cette expérience qui, effectivement, dans un contexte révélateur comme le Covid, démontre une résilience parce que derrière, il y a eu une construction qui a déjà été faite. Vous avez aussi mis en avant un point qui est très important dans le cadre de ces chaînes de valeur, c'est la partie financement. Oui, c'est clair que le financement est un élément clé, en particulier dans un secteur où il y a besoin d'avoir un certain nombre d'investissements avant d'arriver à la récolte et à la vente ou à la transformation. Donc, effectivement, la dimension financement est une dimension très importante. J'ai relevé différentes questions et ça va me permettre de me tourner vers Aïd Qadi. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens le disent, avant de parler régional, il faut déjà construire des chaînes de valeur locales et c'est ce qui nous amène aux expériences algériennes ou marocaines pour démontrer qu'effectivement cette construction de chaînes de valeur locales est très importante et est faite et permet justement d'arriver à atteindre un certain niveau d'autosuffisance dans le secteur. Mais comment aujourd'hui on met en place un dispositif, comment le Maroc met en place un dispositif pour pouvoir passer de la chaîne de valeur nationale à la chaîne de valeur régionale ou continentale? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des exemples assez intéressants à partager avec nos auditeurs et nos, je dirais, web spectateurs? Oui, je pense qu'il y a une petite confusion et il faut préciser, à mon avis, les paradigmes. Nous, ici au Maroc, nos chaînes de valeur sont pensées et opérationnalisées monde. Ils ne sont pas pensés locales, ni régionales. Nous commerçons avec toutes les parties du monde, de Santiago jusqu'à Fidji, sans problème. Donc, bien sûr, juste peut-être juste j'ai bien compris, mais souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrimé aux chaînes de valeur mondiale. On construit une chaîne de valeur qui est arrimée aux chaînes de valeur mondiale. Mon propos, c'est comment
moi, je pense, nous avons des chaînes de valeur qui sont ouvertes, qui exploitent toutes les opportunités qu'offre à la fois le pays, Non, les pays. qu'offre le continent, qu'offre les régions. Nous avons une agriculture ouverte, n'est-ce pas? Vous avez cité l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Cela est déjà révélateur par rapport à ce que nous pouvons tous faire, n'est-ce pas? Avec une agriculture compétitive, une agriculture qui réponde aux exigences et aux qualités des consommateurs, etc., etc. Au niveau africain, pour parler du niveau africain, je pense qu'il faut éviter un certain nombre d'écueils. Il est vrai que nous avons des agendas depuis Malabo jusqu'à 2063, en passant par les SDG 30, etc., etc. Tout ça nous définit une feuille de route. Nos situations locales sont extrêmement diversifiées et il n'y a pas, j'allais dire, de recettes universelles pour tous. Le succès va venir d'une adaptation progressive aux exigences, n'est-ce pas, des différentes situations locales. Nous avons des problèmes de logistique, nous avons des problèmes d'harmonisation de la réglementation, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Donc, du moins, pour ce qui nous concerne ici au Maroc, je vous prie je corrige fortement, je m'inscris en faux dans cette perception de réfléchir local et d'ignorer le régional et non, les chaînes de valeur. Et l'organisation professionnelle est faite justement pour valoriser, explorer toutes les opportunités qui s'offrent à tous les niveaux. Bien sûr, nous avons des barrières, nous avons des handicaps, et c'est d'une façon pragmatique et opérationnelle, ces handicaps sur lesquels il faudrait se pencher. Je prends le cas des semences, par exemple. Vous savez, même à l'intérieur d'une sous-région, vous ne pouvez pas échanger des semences si vous n'avez pas une harmonisation de la réglementation semencière, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, c'est cet effort que nous devons construire, j'allais dire, patiemment. Et il ne se décrète pas, il s'exerce. Quand nous aurons la zone de libre-échange continentale, ben le libre-échange, il est défini. Nous savons ce qu'est le libre-échange, que ce soit sur le plan des mesures tarifaires, des mesures non tarifaires, des réglementations, etc., etc., des mesures de sauvegarde. Et tout ça est codifié par, et j'espère que les instruments seront finalisés au niveau de la zone de libre-échange pour que tous les pays africains puissent en tirer le meilleur dans leur intérêt et la sécurisation de leur alimentation et de leur sécurité nutritionnelle, mais aussi pour se développer. Notre continent est un continent agricole par excellence. Regardez les chiffres, ce que représente l'agriculture dans le PIB africain,
représente l'agriculture dans les emplois, c'est très important. Et il faudrait qu'on sorte de cette frilosité qui nous amène à justement réfléchir uniquement local. Non, nous sommes ouverts, nous sommes dans une dimension continentale à tous les niveaux. Merci beaucoup, Saïd Kadi. Dans votre intervention, dans la partie finale, vous avez, je pense, pointé du doigt un élément essentiel, c'est aussi le cadre réglementaire qui est effectivement aussi important pour développer des chaînes de valeur régionales. Et ça va être un peu le dernier tour de questions en allant dans ce sens pour dire, et j'interpellais M. Nouala de la Commission de l'Union africaine, pour dire aujourd'hui, quels sont les grands défis, les challenges que nous avons pour développer les chaînes de valeur sur le continent. Est-ce que, et toujours en liaison avec certaines questions qui sont posées, est-ce que nous avons des politiques agricoles régionales ou continentales communes qui permettent justement d'apporter de l'harmonisation? Est-ce que aujourd'hui nous avons des cadres juridiques et réglementaires qui peuvent être communs? Monsieur Saïd Kadi a parlé de la problématique d'échange des semences qui doit être dans certaines zones quelquefois réglementée, etc. Est-ce qu'aujourd'hui le cadre juridique, l'environnement est favorable, et quels sont les challenges qui font que nous avons besoin de relever pour réellement développer des chaînes de valeur, en particulier pour des pays ou des régions où il y a encore beaucoup de travail à faire? Merci beaucoup, Abdou, et merci pour les co-panélistes du Maroc et de l'Algérie. Et je voudrais dire des choses assez crues telles qu'elles sont. La première, c'est que si vous regardez les derniers chiffres, le continent importe pour la nourriture d'environ 40 milliards de dollars par an. C'est les 3 dernières années. Et ces chiffres pourront atteindre 100 milliards de dollars d'ici les 20 prochaines années. Donc, et quand vous importez, ça veut dire que vous importez, vous exportez votre main-d'œuvre. Parce que vous faites produire ailleurs et vous consommez chez vous. Donc, la main-d'œuvre qui devrait être chez vous, elle est ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et nous ne voulons pas être alarmistes, mais nous voulons dire des choses telles qu'elles sont. Et quand nous disons il faut penser régional pour agir national, et vous venez de mettre le point là où ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'harmonisation, ou alors l'harmonisation des politiques ou des stratégies reste un défi au niveau régional? En fait, c'est les pays qui doivent harmoniser. Si les pays avaient pensé régional pour une action nationale, l'harmonisation des politiques serait de fait. Aujourd'hui, on a un véritable problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au niveau régional ou continental, on a des cadres pour permettre l'harmonisation des politiques. Mais l'Union africaine ou les communautés économiques régionales ne vont pas harmoniser les politiques. C'est les pays qui doivent harmoniser leurs politiques pour pouvoir, comme vous le dites si bien, pouvoir échanger les semences. C'est au niveau des pays que ça se passe. Et pour que cela se passe de manière simple et très objective, il faut que le pays pense régional. Mais tant que le pays veut penser national, vous êtes d'accord avec moi qu'on aurait toujours ce défi de développer des chaînes de valeur régionales parce que chacun veut avoir un certain niveau d'autosuffisance, ce qui est tout à fait normal. Nous disons, c'est tout à fait normal d'avoir un certain niveau d'autosuffisance. Nous ne disons pas non, mais nous disons, si aujourd'hui, un pays X
veut être compétitif sur le marché africain, c'est un marché de 40 milliards de dollars par an de nourriture. Si on veut être compétitif, je prends la viande, par rapport à la viande qui vient du Brésil, il faut qu'on produise moins cher parce que sur le marché, il est ouvert. Mais tant que nous pensons national et que chaque pays a sa petite unité de production, la viande bovine sera toujours plus chère et par conséquent, le Brésil, et comme je l'ai dit tout à l'heure, sera celui qui va bénéficier de la zone de libre-échange qu'on va ouvrir. Donc, je dis encore, et probablement, je le dis de la mauvaise manière, quand je dis qu'il faut penser régional et agir national. Peut-être je ne le dis pas comme vous aurez souhaité que je le dise. Je sais que tous les pays ont des accords avec l'extérieur, mais je dis encore du point où je suis, quand je regarde la lenteur que nous avons à pouvoir harmoniser nos politiques au niveau régional, la lenteur que nous avons à pouvoir, des gens ont des questions sur des politiques continentales ou des politiques régionales, la lenteur qu'on a à pouvoir avoir ces instruments continentaux et régionaux effectifs dans les pays montre, peut-être pas comme indicateur déterminant, mais est un petit indicateur qu'on continue à penser national plutôt que de regarder régional. Je ne voudrais pas être mal compris en disant que le Maroc ne pense pas à vendre ailleurs. Non, ça, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'environnement des politiques qui sous-tendent l'agriculture en Afrique aujourd'hui, ou le développement des chaînes de valeur, il n'y a pas cet engouement à aller vers des politiques ou l'harmonisation des politiques qui sous-tendent le développement de l'agriculture en Afrique. Donc, il va falloir faire un effort en tant qu'État membre et se dire, est-ce qu'on veut véritablement avoir des chaînes de valeur régionales? Et si on veut avoir des chaînes de valeur régionales, il faut avoir des instruments qui facilitent la mise en œuvre de ces chaînes de valeur régionales. Et ces instruments, ceux qui décident de leur mise en œuvre, c'est encore les pays. Donc, c'est une volonté nationale, c'est une question de politique. Il faudrait pouvoir s'engager. Quand on regarde les engagements que les pays ont pris depuis 2003, avec le CADEP à Maputo, depuis 2003, nous sommes pratiquement à 20 ans. Si aujourd'hui on fait l'analyse de combien de ces engagements sont mis en place, on a comme l'impression, ou alors on se pose la question, est-ce que ça valait la peine? Mais on se dit bien, si les pays prennent des engagements, une des premières choses, c'est de montrer cette volonté à mettre en place ces engagements pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, il s'agit d'un marché, je finis par là, en disant l'agriculture, c'est du business. L'agriculture, c'est du business. C'est un marché de 400 milliards par an. Et une fois le président de la Banque africaine de développement disait cet argent pour 1 ou 2 ans suffirait pour complètement adresser les problèmes de défis énergétiques que l'Afrique connaît. Donc, on a du potentiel. 40% de terres arabes, 60% de terres arabes non exploitées, le secteur non compétitif. Et surtout, il y a des problèmes qu'il faut les regarder de manière froidement et se dire pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'aujourd'hui, le kilo de riz que je trouve dans la boutique à Addis Abeba, s'il est produit à Addis Abeba, il me coûte 2 fois plus cher que le kilo de riz qui provient du Vietnam. Et pourquoi? Parce que le Vietnam, il est beaucoup plus compétitif en matière de production de riz. Donc, c'est de ça que je voulais dire. Donc, en fait, encore, l'avenir, c'est les chaînes de valeur régionales qui bâtissent sur les chaînes de valeur nationales. Je n'ai jamais dit qu'il faut abandonner ce qui se fait au niveau national. Elles doivent être déposées avoir des fondations solides au niveau national, mais pouvoir avoir des tentacules régionales. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Noala, donc, pour ces clarifications et ce point sur les défis. Toujours dans cette même ordre d'idée, si je peux interpeller M. Baïs et M. Haïtrani sur les défis que vous voyez pour justement renforcer pour les pays qui aujourd'hui n'ont peut-être pas encore mis en place les chaînes de valeur, ou pour les régions, ou pour le continent, quels sont les grands défis sur lesquels
il doit y avoir de l'action. Bien, si je peux me permettre, encore une Oui, fois, oui. rassurer Dr Nwala que l'engagement dans le CADEP et dans Malabo, du moins en ce qui nous concerne, et vous le savez, le rapport biannuel l'a montré. En ce qui nous concerne, il est total. Et vous connaissez notre position dans ce domaine. Moi, je pense que quand vous dites que nous sommes, c'est vrai, la stratégie Feed Africa a mis en avance, et même 2063, c'est 35 à 40 milliards de dollars d'importation. Moi, je vais vous parler en termes d'opportunités. Je vous dis que le secteur agroalimentaire africain, il pèse plus de 1000 milliards de dollars, plus de 1 trillion de dollars. C'est ce que la Banque mondiale a évalué. Donc, il faut, à notre avis, s'engager fortement pour exploiter toutes les opportunités. Moi, je ne parle pas défis, je parle opportunités, et les opportunités existent. Nous avons des accords bilatéraux nombreux avec des pays africains qui nous ont conduits à harmoniser sur le plan bilatéral nos législations sanitaires et phytosanitaires, n'est-ce pas, et les conditions d'échange. Tout ceci, la zone de libre-échange, quand elle va être mise en place, elle va définir le cadre juridique et tous les instruments qui vont faciliter justement le déploiement des chaînes de valeur au niveau continental. Donc ça, moi, je ne me fais pas vraiment, je n'ai aucune crainte là-dessus. C'est quelque chose qui s'exerce et ne se décrète pas. Nous devons l'exercer, nous devons amener nos professionnels agricoles à échanger comme nous le faisons. Nous avons des opportunités, Monsieur Abdou en est témoin, de rencontres dans différents pays africains qui ont montré cette volonté et qui nous ont permis de développer des échanges agricoles mutuellement bénéfiques. Et notre rêve à tous, c'est de les voir étendus à l'ensemble de notre continent. Donc, prenons les problèmes un par un et essayons de voir comment on peut les résoudre. Le Maroc, comme vous le savez, un des grands problèmes auxquels fait face l'agriculture africaine, c'est le changement climatique. Et le Maroc a initié au niveau de la COP22 à Marrakech l'initiative adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique AAA, et qui a comme objectif d'accompagner justement les pays africains à développer une agriculture climato-intelligente, résiliente, au niveau de toute la chaîne de valeur. Et nous sommes ravis de voir qu'un certain nombre de pays ont adhéré, pratiquement une quarantaine, et qu'aujourd'hui, des pays se sont engagés dans le développement de programmes d'investissement pour l'agriculture climato-intelligente. Et tout ça va dans le sens du développement justement des capacités nationales et régionales.
Donc, nous rêvons tous, comme vous, Monsieur Nouala, d'un espace africain riche en opportunités et qui est vraiment amenant à combattre. Parce que la bataille de l'insécurité alimentaire, de la sous-alimentation, va être gagnée ou perdue en Afrique. Et c'est ça notre engagement, j'allais dire, militant et fort pour l'Afrique. Le Maroc a œuvré inlassablement pour faire de l'agriculture et la sécurité alimentaire une préoccupation en Afrique, une préoccupation régionale. Parce que nous sommes convaincus que la façon dont on va assurer notre sécurité alimentaire continentale va déterminer la façon dont on va vivre ensemble, et il va de soi que assurer cette sécurité alimentaire va générer et introduire des coopérations dans plusieurs autres domaines. Et c'est ça ce qui va nous amener à assurer ce vœu de prospérité, de paix et de stabilité au niveau de notre continent. Nous avons une grande mission et je salue les efforts que vous faites avec la commissaire pour ça. Et j'allais lui dire, à titre personnel, je lui ai dit déjà une fois, quand je l'ai rencontré à Addis Abeba. Merci beaucoup, Aït Radi, pour ce message plein d'espoir et d'opportunités pour une coopération et une Afrique prospère et surtout une sécurité alimentaire pour nos populations. Dans votre intervention et dans celle des autres, vous avez répondu en parallèle à beaucoup de questions qui sont posées sur le chat. Il y a beaucoup de commentaires aussi, des commentaires sur les enjeux autres qui aujourd'hui peuvent être des freins pour les chaînes de valeur, notamment la libre circulation, qui aujourd'hui n'est pas toujours systématique dans beaucoup de régions africaines, ou les problématiques de logistique. Il y a aussi des propositions sur l'intégration des sommes de chaînes de valeur, des sommes de valeur ajoutées dans une chaîne de valeur pour qu'on soit sûr que l'essentiel de la valeur ajoutée reste sur le continent. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l'Union africaine prenne en main le volet harmonisation des politiques. Donc, on a vraiment beaucoup de réactions. Il y a certains qui prônent le consommer africain. C'est vrai que aujourd'hui, quand on voit l'exemple du riz et ce que le Covid a révélé, avec certains pays qui étaient en rupture d'importation de riz, première denrée consommée dans certains pays et non produite dans ces pays. Donc, effectivement, ça suscite, cette question de chaîne de valeur et de sécurité alimentaire suscite beaucoup de commentaires et de réactions de la part de nos internautes. Monsieur Baïs, à votre tour maintenant, si vous pouvez partager par rapport à ces différents sujets votre dernier mot sur cette thématique. Oui, sur les chaînes de valeur, sans vouloir être exhaustif un petit peu sur un peu les actions qui seraient, j'allais dire, prioritaires à développer au niveau des pays où peut-être elles ne sont pas suffisamment développées. J'ai identifié comme ça rapidement 4 ou 5 actions qui me paraissent être structurantes pour mettre en place cette architecture. La première, c'est d'abord que les différents acteurs
de la chaîne de valeur des différents maillons de la filière, hein, comme on dit un peu dans l'approche, j'allais dire, française sur les filières agricoles et agroalimentaires, c'est comment ces acteurs au niveau des différents maillons de la chaîne puissent se faire mutuellement confiance, qu'ils deviennent des partenaires et non des concurrents. Ça, à mon avis, c'est très important pour structurer une chaîne de valeur. Le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est qu'à la base, il faut qu'il y ait une organisation de la profession et de l'interprofession en tenant compte un peu des conditions locales du point de vue culturel, économique et social. Parce que souvent, par mimétisme, on essaie de faire du copier-coller et ça ne marche pas forcément comme ça. Il faut l'adapter aux conditions locales. Troisième aspect, et c'est un peu dans le désordre, hein, donc ce que je cite, ça dépendra des pays, des situations, de l'évolution un petit peu des chaînes de valeur selon le contexte local, c'est qu'il faut que le secteur agricole et le secteur industriel se parlent. Il y a des pays où ils sont dos à dos, où chacun essaie de développer sa portion de territoire, de pouvoir. Non, la chaîne de valeur ne peut se développer que dans l'intersectorialité, que dans la complémentarité entre l'amont agricole et l'aval agroalimentaire quand il s'agit bien sûr de produits transformés. Il faut qu'à ce niveau-là, il y ait une stratégie gagnant-gagnant pour que ça puisse se développer, sinon ça peut aboutir à des systèmes complètement extravertis. Et dans ce cadre, je pense que l'expérience qui a été développée, ça fait maintenant 2 ou 3 ans, je pense, par la Banque africaine notamment, des zones de transformation agricole me paraissent aller dans la bonne direction. Un autre aspect aussi qui est important, c'est de disposer de budgets relativement consistants, aussi bien par le secteur public, mais aussi par le secteur privé et dans le partenariat public-privé, des budgets, des investissements plus exactement, qui puissent financer tout ce qui est agrofourniture, logistique, etc. Puisque là, c'est très important, c'est souvent le maillon faible, mais aussi le maillon le plus budgétivore, notamment au niveau des pays africains qui n'ont pas toujours les moyens financiers pour ce faire. Enfin, pour relier un peu à l'aspect régional aussi, c'est de voir justement par rapport à la complémentarité, aux complémentarités qu'il pourrait y avoir au niveau régional, donc de faire cette jonction entre le national et le régional au niveau africain aussi, peut-être en substitution un peu de ce qui se fait malheureusement aujourd'hui, c'est plutôt sud-nord, c'est-à-dire que l'ensemble des produits bruts, des produits frais, sont transformés dans le nord, je veux dire dans le nord du continent africain, c'est-à-dire en Europe ou aux États-Unis, transformés en captant l'essentiel de la valeur ajoutée et après redistribués 2, 3, 4, 10 fois plus cher, je ne me souviens pas du ratio, je crois que c'est de 1 à 10 pratiquement, au niveau africain. Le cas le plus, j'allais dire, le plus emblématique étant celui du cacao, qui est exporté en Afrique de l'Ouest vers l'Europe et qui revient sous forme de chocolat 10 fois plus cher. Et ça répond quelque part peut-être à cette stratégie de consommer africain et de chercher aussi au niveau du continent africain, comme d'autres groupements économiques au niveau mondial, cherchent aussi, enfin, mettent en œuvre une certaine politique de protection économique, même si on est plus pour le libre-échange, mais souvent, notamment en situation de crise, ces regroupements économiques régionaux bataillent un peu pour leurs écuries. Hein. Il ne faut pas être naïf. Hein. Donc, à ce niveau, effectivement,
l'Afrique devrait réfléchir justement à produire africain et peut-être prioritairement aux Africains, en tout cas en essayant de capter le maximum de valeur ajoutée. Et là, je suis tout à fait d'accord à ce que me disait M. Aed Kadi Mohamed. En Afrique, l'agriculture, c'est souvent 40 à 50% de la main-d'œuvre et pratiquement la même chose, en tout cas, un ratio très important, hein, 20, 30, jusqu'à 40% du PIB de ce pays. Donc, si l'agriculture touche en Afrique, c'est aller directement vers la catastrophe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Baïs, pour cet éclairage et ces orientations pour construire des chaînes de valeur continentales avec les pistes que vous nous donnez qui sont très intéressantes à explorer et qui aussi permettront de donner un peu plus de matière complémentaire très certainement à l'Union africaine. Peut-être, Monsieur Bensemen, si vous avez un dernier mot, un message que vous souhaitez dire pour la clôture. Tu veux dire, oui. Tu veux dire un mot pour la clôture. Écoutez, nous sommes très ravis d'avoir assisté à ce webinaire et avoir éclairci certains points qui nous tenaient à cœur dans le développement des chaînes de valeur et aussi des relations avec nos pays frères et maghrébins et africains. Et je suis tout à fait, on est tout à fait la Fondation Filaha ouvert à ce genre de réunions et de discussions qu'on peut développer encore ensemble avec Digital Africa Live, si vous voulez, dans le contexte du forum et du salon, enfin, le forum qu'on est en train de préparer pour le mois de janvier, qui s'appellera de toute façon Agro-Food Africa, qui met en valeur justement la valorisation des produits agricoles nationaux et africains pour la transformation et pour aller jusqu'au consommateur de produits locaux et ne plus, si vous voulez, essayer de recourir de moins en moins à l'importation de certains produits agricoles, alors que nous pouvons les produire nous-mêmes. C'est un petit peu cette idée qu'il faut qu'en Algérie, nous sommes en train de la développer, consommant local, consommant national, consommant africain, pourquoi pas, et consommant et essayons de valoriser nos propres ressources au bienfait de toutes les populations africaines et maghrébines et locales qui peuvent en bénéficier de ces apports. Voilà donc l'idée. Et je vous remercie beaucoup, M. Abou Diop, d'avoir animé ce webinaire. Et je pense que vous nous ferez appel pour les prochaines fois. Nous sommes toujours. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, M. Bensemen. C'est Aed Kadi, un dernier mot. Merci beaucoup. Je ne trouve pas d'autres mots que la citation du président Mandela que je vous ai, à laquelle je me suis référé au début. Nous partageons les mêmes, encore une fois, nous avons des convergences, nous partageons les mêmes convictions. Maintenant, nous devons agir, alors agissons. Et nous sommes prêts à agir et à relever le défi. Merci. Merci. Monsieur Nouala, avant de passer la parole à Soukaina. Merci beaucoup, Abdou. Merci beaucoup, Monsieur Kadi, Monsieur Anne. Je pense que c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il faille qu'on passe à l'action. La COVID-19 est certes un défi, mais je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité pour nous de transformer définitivement et de manière durable notre agriculture. Je pense que sur ce plateau, nous avons des gens qui sont, comme moi, convaincus qu'on peut le faire. Il faut le faire, on peut le faire et on doit le faire ensemble. Et vous voyez que sur le continent, une des choses
que nous pouvons, en tant qu'Union africaine, partager ou faciliter, c'est l'échange des expériences. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Quand j'ai suivi tout à l'heure l'exposé fait des chaînes de valeur en Algérie, l'exposé des chaînes de valeur faites au Maroc, je me dis, tiens, il y a tellement de bonnes choses qui peuvent informer d'autres pays sur le continent. On ne doit pas réinventer la roue. On doit bâtir sur ce qui existe. Et je pense que ça, c'est une opportunité pour moi, au nom de la commissaire, de pouvoir inviter nos frères d'Algérie et du Maroc, de pouvoir partager, vous inviter à partager avec le reste du continent les expériences qui sont des succès fabuleux en matière de développement de chaînes de valeur dans vos pays. Donc, une fois de plus, je voudrais vous remercier et vous remercier d'avoir associé pendant toute cette série la Commission de l'Union africaine à travers sa commissaire, l'ambassadeur Joseph Assad. Je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Nouala. Merci à tous nos spectateurs ou en tout cas tous nos followers, que ce soit sur le live ou sur Facebook. Bien sûr, Digital Africa va vous revenir bientôt et bien entendu, nous vous donnons tous rendez-vous aussi pour Africa Agri-Forum à Yaoundé en novembre et je laisse le soin, je vous remercie tous et je laisse le soin à Soukaina pour clôturer la session. Merci à vous. Merci, chers panélistes, pour ce débat de haute qualité. Franchement, c'est un plaisir d'organiser cette webconférence. Malheureusement, notre web série touche à sa fin. Je vous remercie tous et merci à nos chers participants pour leurs questions qui étaient vraiment pertinentes. Et comme M. Aïtfadi l'a dit, c'est le moment d'agir. Il faut passer à l'action tous ensemble. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve, Inch'Allah, bien sûr, s'ils ouvrent les frontières à Yaoundé pour Africa. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Ouais. Alors, comment on arrête? Très bien. Non, c'est tout qu'ils arrêtent. Sauf. انت موالف تحبس دوكا حبسوك Tu es venu en retard. tu ressembles à un cowboy Non, c'était intéressant. Il fallait l'écouter. C'était intéressant. Ah, quand même.